Pourquoi tu le laisses par terre sur un tapis? Il est pas bien là, il va avoir froid. Mets-le dans le transat. Et puis, mets-lui des chaussures qui tiennent bien la cheville. Oh, mais pourquoi tu le laisses pieds nus? Il faut absolument lui mettre des chaussettes. Il faut pas le laisser traîner par terre parce qu'il va être sale. Installe-le dans le Youpala, ça va l'aider à marcher. Mais il marche pas encore. Mais regarde là, tu vois bien qu'il a envie de se mettre assis, mets-le assis. Concernant la motricité de bébé, on entend plein des phrases, des injonctions, des ordres, des conseils et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors je vous propose une vidéo justement pour savoir quoi faire pour favoriser la motricité de votre bébé et quoi éviter aussi parce qu'il y a des petites choses qui sont pas forcément bonnes à faire ou à proposer. On va faire le point tout au long de cette vidéo. Je vais vous proposer 12 conseils qui vont vous permettre de favoriser la motricité de bébé au quotidien depuis la naissance jusqu'à la marche. Alors, dès la naissance, le petit va commencer par une phase qu'on appelle la phase statique, c'est-à-dire qu'il est allongé et il ne peut pas bouger tout seul. En fait, si on le pose, voilà, il est couché et il ne peut pas se déplacer tout seul. Petit à petit, il va bouger ses membres, ses bras, ses jambes. Il va pouvoir se mettre sur le côté et puis progressivement, au fur et à mesure des mois, il va se retourner aussi, il va être capable de se mettre sur le ventre. Cette position sur le ventre, elle va être le début des premiers déplacements. Il va être capable de pousser sur ses bras pour se reculer, il va ramper en arrière quelque part, il va ramper en avant, il va petit à petit être capable de se lever sur ses bras pour faire de la marche, pour marcher à quatre pattes, pour avancer à quatre pattes. Il va aussi, quand il est en position allongée, il va pouvoir rouler sur lui-même, faire des roulés-boulés. Enfin, voilà, il va se déplacer dans tous les sens et puis petit à petit, il va être capable de se redresser en position verticale. Il va acquérir la verticalité. Il va être capable de se redresser. Donc, vers, je sais pas, 8-10 mois, il va pouvoir petit à petit redresser son tronc et se mettre assis, tenir assis, puis à genoux. Puis, il va être capable de se mettre debout en se tenant. Et petit à petit, il va être capable de se lâcher et d'avancer comme un grand. Voilà, donc toutes ces étapes se font en quelques mois, finalement ça va assez vite, mais il y a plein de petites choses à voir, à penser, à faire pour l'accompagner au mieux et je vais tout vous détailler dans ma vidéo. Et du coup, pour qu'il puisse acquérir tout ça, il y a un principe de base que je vais détailler tout au long de la vidéo, mais le principe de base, c'est la motricité libre. C'est quoi la motricité libre? Eh bien, c'est justement le fait de laisser l'enfant se développer au niveau moteur à son rythme. L'objectif, c'est de se dire on va le laisser le plus libre possible et on ne va pas entraver ses mouvements pour qu'il puisse lui-même développer sa propre motricité. On ne va pas faire à sa place, on va le laisser faire et en fait, vous allez voir qu'il est capable de faire plein de choses tout seul et du coup, ça va être super, même pour vous, l'accompagner et regarder, il y a plein de petites choses à observer et vous allez voir, c'est super enrichissant. Alors le premier principe, c'est de laisser votre enfant le plus libre possible de ses mouvements, c'est-à-dire lui proposer le plus souvent possible hein, ça ne veut pas dire tout le temps, ça veut dire un maximum quand vous pouvez, sans pression, lui proposer la position allongée sur le dos. Donc idéalement, vous avez un tapis, vous le posez sur un tapis au sol et voilà, il est allongé et du coup, comme ça, il est le plus libre possible de ses mouvements. Alors c'est sûr qu'au départ, quand il est tout petit, les bébés, ils ont beaucoup besoin d'être pris dans les bras, d'être coucounés, mais vous allez voir qu'au départ, il va y rester quelques minutes, ça ne va pas durer très longtemps forcément, parce que le tout petit est quand même programmé pour pleurer, pour pas qu'on l'abandonne, donc pour être dans les bras. Les tout petits veulent beaucoup être dans les bras. Ça, c'est historique, hein, c'est comme ça. Avant, quand on posait un petit et qu'on partait trop loin, il avait quand même un risque de se faire manger par des bêtes sauvages. Et donc, finalement, dans le cerveau, c'est engrammé que si on est tout seul et qu'il n'y a personne autour et qu'on n'est pas dans les bras de quelqu'un, on est en danger. Donc, c'est sûr que dès la naissance et dès tout petit, ils vont pas forcément y rester longtemps, mais plus vous allez les laisser, leur proposer, plus en fait ils vont se rendre compte que c'est un petit coin qui est sympa, qu'ils commencent à connaître ce petit tapis là avec peut-être 2-3 petits jeux autour.
Et petit à petit, ben, ils vont s'y adapter et être capables d'y rester le plus longtemps possible. Voilà, vous l'accompagnez en fait. Du coup, c'est aussi mon point numéro 2, c'est vous posez pas le bébé en disant allez hop, salut, dans une demi-heure, je me casse. Non, en fait, vous restez avec lui le plus possible. Hein, si vous avez envie de faire pipi, vous pouvez aller faire pipi ou si vous avez des choses à faire. Mais voilà, essayez de l'accompagner aussi dans ce moment où il est sur son tapis, notamment au début, c'est ce que je vous disais, pour le rassurer, pour qu'il voit que vous êtes là, pour qu'il voit que c'est sympa, il y a, bah voilà, il y a maman, il y a papa, il y a des jouets, il y a peut-être de la musique, il y a, voilà, il y a un environnement qui est plaisant. Du coup, il va avoir plaisir à y rester. Si à chaque fois que vous le mettez sur le tapis, vous partez faire autre chose et que finalement lui il se met à pleurer, il va associer le tapis à mon Dieu, c'est un lieu qui me fait peur, qui me traumatise et j'ai plus envie d'y aller. Donc voilà, essayez de l'accompagner le plus possible. Évidemment, comme je vous dis, hein, c'est comme vous pouvez, si vous avez autre chose à faire, vous faites autre chose, mais voilà, vous l'accompagnez dans ces moments sur son tapis. Donc vous n'entravez pas ses mouvements, vous le laissez libre de ses mouvements. Ce que vous pouvez faire, alors le plus souvent vous le posez sur le dos. De temps en temps, pendant quelques secondes au départ, vous pouvez aussi le poser sur le ventre pour qu'il ressente cette position, pour qu'il découvre aussi les sensations que ça fait dans son corps et ce qu'il ressent et ce qu'il perçoit. C'est-à-dire qu'un enfant qui est sur le dos, ben, il voit le plafond, quoi. Il voit le plafond, il voit un peu le décor autour, il tourne la tête, il voit les choses qui sont à côté. Voilà. Quand un enfant est sur le ventre, il perçoit pas du tout la même chose en fait. Il voit le sol et là, il va relever sa tête. Il va commencer à muscler un petit peu sa nuque et en fait, lui proposer ça quelques secondes, pas beaucoup parce que vous allez voir au début, il n'arrive pas à tenir sa tête. Sa tête, elle est très très lourde par rapport à sa musculature et par rapport au reste de son corps. Donc, il va pas y rester très longtemps. Mais il va commencer à lever la tête, à avoir des sensations différentes. Et quand il sera sur le dos, et qui commencera à bouger, à faire ses premiers mouvements, c'est une position qu'il va plus facilement retrouver en fait. Il va voilà, se tourner à droite, à gauche et puis hop, peut-être un jour il va forcer un peu plus que l'autre et il va retrouver cette position-là où il est sur le ventre, où il lève les bras, il lève la nuque et en fait il voit tout ce qui se passe dans la pièce de façon très différente que quand il est sur le dos. Donc essayez de lui proposer de temps en temps cette position sur le ventre pour qu'il s'y habitue, pour qu'il développe sa musculature et qu'il puisse plus facilement la retrouver ensuite. Alors quand votre petit est sur le tapis et que vous le laissez ou que vous êtes avec lui, essayez d'épurer l'espace. Mettez pas une tonne de jouets tout autour, ça sert à rien qu'il soit totalement entouré de jouets. Peut-être un petit hochet sur le côté droit, un petit hochet sur le côté gauche. Essayez aussi si vous pouvez d'alterner les positions. C'est-à-dire qu'un jour, vous le mettez sur le dos, mais dans tel sens, puis l'autre jour, hop, vous le mettez toujours sur le dos, mais orienté vers l'autre sens. Comme ça, il va découvrir les endroits différemment. Il ne tournera pas forcément toujours sa tête du même côté non plus, donc voilà, c'est bien d'alterner. Et vous mettez voilà, un ou deux petits jouets à gauche, un ou deux petits jouets à droite, et lui, il va les voir, il va se pencher, ça va lui donner envie en fait de se tourner, d'aller envoyer sa main opposée vers l'objet pour réussir à l'attraper. Et c'est ça qui va lui permettre petit à petit de découvrir la position sur le côté, et puis ensuite la position plat-ventre. Donc l'espace est épuré, ça sert à rien de mettre une tonne de trucs et ça sert à rien aussi de mettre un portique. Vous savez les arches qu'on met au-dessus de bébé quand il est sur le dos, on lui met une arche. Alors vous pouvez lui proposer, mais justement il faut pas que ça, il faut pas que l'arche soit présente tout le temps en fait, parce que si l'arche est présente, ça va justement pas lui donner envie de bouger. Il va se dire, oh, c'est trop cool, je regarde mes trucs. Donc ça, vous pouvez le faire. Si par exemple, vous n'êtes pas dispo, vous avez besoin de faire autre chose, vous lui mettez l'arche parce qu'il va jouer, il va s'émerveiller, il va bouger ses mains et ça va être un bon moment pour lui.
Mais il faut aussi des moments où il y a pas cette fameuse arche, où justement, là, il se dit: «Mince, je m'ennuie un peu, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah attends, je vais aller choper le jouet à côté», et voilà. Hem, il faut qu'il soit assez libre de ses mouvements et l'arche, ça va le rendre vraiment statique, en position sur le dos, sans bouger, alors que si, il a rien autour, pas grand-chose et juste un ou 2 trucs à aller choper, c'est plus facile. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de la motricité libre, du tapis, mais il est évident que vous pouvez aussi mettre votre enfant dans un transat. J'ai déjà entendu des parents un peu extrêmes dans la parentalité dire: «Non, non, jamais, jamais de transat, parce qu'il faut absolument que de la motricité libre». Alors, le mettre dans un transat, ça va pas l'affecter, ça va pas entraver sa motricité. Seulement, voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, il faut aussi beaucoup de temps où il est libre de ses mouvements, mais vous avez le droit de le mettre dans un transat quand il y a besoin, quand, je sais pas, par exemple, des moments où vous pouvez pas vous en occuper, vous pouvez pas rester sur le tapis avec lui, vous avez quand même besoin qu'il soit bien, qu'il soit calme. Le transat, c'est assez sécurisant pour l'enfant parce que voilà, ça le met un petit peu dans un cocon et il est bien. Donc, c'est aussi possible de proposer le transat, pas toute la journée, pas tous les temps d'éveil en fait. Voilà, il faut un juste milieu. Et le transat, ça peut être bien aussi parce qu'il y a des transats qui permettent de relever pour qu'il puisse se mettre, alors pas en position assise, mais en position un peu le relever pour après le repas par exemple, pour voir ce qui se passe. Voilà, le transat c'est sympa aussi et il ne faut pas le diaboliser. C'est comme tout. Même chose pour le cosy, même chose pour la poussette. Évidemment, vous pouvez mettre votre enfant dans un cosy et ça ne va pas lui casser le dos. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il y passe la journée, en fait. Et pareil pour les balanes en poussette. Petite précision par rapport à tout ça, il faut toujours, 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 toujours attacher votre enfant. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, un mauvais mouvement, un truc, et hop, il peut tomber. Et ce serait extrêmement grave. Donc, toujours attaché, même si vous vous dites c'est bon, je le pose là, il va pas bouger, machin. Non, 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 toujours attaché, franchement, par sécurité, c'est important. Alors, est-ce qu'il faut proposer un Youpala à son enfant? Le Youpala, c'est sûr que c'est sympa, hein, il marche dedans, en fait, il avance tout seul, il est content, il s'amuse. Finalement, le Youpala, c'est pas idéal. C'est même pas la peine d'en acheter, en fait. D'ailleurs, dans certains pays, c'est même interdit. Alors, c'est sûr que de prime abord, ça peut paraître sympa. Mais le problème, c'est que le Youpala, ben, c'est justement l'opposé de la motricité libre. C'est-à-dire que là, on le baigne on le met dans le Youpala, il n'a pas choisi, il est dans une position, ça se trouve, sa colonne tient pas encore bien. Si ça se trouve, il n'est pas capable de se redresser comme le Youpala exige qu'un enfant soit redressé. Le Youpala, vraiment, il est vertical. Au niveau de ses hanches, ben, il est maintenu, il est bloqué à l'entrejambe et il n'a pas le choix. Et même s'il n'y est pas bien installé, et même si c'est pas bon pour son dos, bah, finalement, il sera là et il n'y aura pas le choix, il va y rester. Alors c'est sûr qu'un enfant, il est capable de bouger ses jambes, parce que dans le Youpala, si vous le mettez, il sera déjà quand même un peu grand. Donc il va bouger ses jambes, c'est la seule chose qu'il peut faire en fait. Mais ça va pas forcément être bon pour lui. Ça va pas lui apprendre à marcher plus vite parce que en fait il est maintenu de toute façon, il n'a pas d'équilibre, il est maintenu tout autour et par l'entrejambe et juste il fait des mouvements de jambes et comme il y a des roulettes, ça fait avancer évidemment, ça fait avancer, ça fait reculer, mais ça lui permet pas de créer lui-même ses propres mouvements, sa propre motricité pour parvenir à la marche. Donc ça va pas le faire marcher plus vite et au contraire, ça peut lui faire prendre des mauvaises postures et puis finalement ça n'a pas d'intérêt. Et le risque aussi quand on met un enfant beaucoup dans le Youpala, c'est que quand vous l'enlevez, que vous le remettez sur son tapis, il s'ennuie quoi et du coup il va chigner sur le tapis et là du coup en fait c'est un peu un engrenage quoi, il est devenu habitué au Youpala, à la position, sauf qu'il peut pas le faire tout seul, mais donc il va râler sur le tapis et vous êtes obligé de le remettre dans le Youpala, c'est un peu un cercle vicieux. Donc c'est même pas la peine d'avoir un Youpala. Ça sert à rien, ça fait des économies. En revanche, ce qui peut être sympa, c'est un petit trotteur, un petit camion sur lequel il s'assoit et où il bouge ses jambes. Mais là, c'est différent parce que c'est lui qui va s'y mettre, c'est lui qui va se tenir. Il n'est pas maintenu. Dans le Youpala, il est passif quelque part. Il est maintenu et il agite ses jambes, c'est tout. Mais il est passif.
Si vous lui donnez un petit trotteur où il peut y aller, il peut s'asseoir, ou même un petit chariot de marche, hein, il le pousse et il avance. Mais là, du coup, c'est lui qui fait, c'est lui qui trouve son équilibre. S'il n'a pas d'équilibre, il va tomber ou il va pas être bien, mais du coup, il va essayer de se redresser et c'est lui-même qui fait. De toute façon, vous allez voir un enfant qui n'est pas prêt à utiliser un chariot de marche pour avancer, il va pas le prendre en fait. Il va voir que c'est pas stable, il va voir que c'est sur roulette et du coup il va pas s'y accrocher, il va pas se lâcher en fait. Donc voilà, le Yopala c'est pas la peine et c'est vraiment les choses que l'enfant peut tester tout seul en fait et où il va lui-même trouver son équilibre et les mouvements qui sont adaptés pour réussir à s'en sortir. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous conseille d'éviter de mettre un enfant dans une position qu'il ne peut pas atteindre tout seul. C'est le principe avec le Yupala, mais c'est comme si vous le mettez assis calé contre des coussins et que lui-même il peut pas se mettre assis. En fait, il va être frustré. Déjà, il va pas forcément avoir son équilibre parce que s'il ne peut pas se mettre assis tout seul, c'est peut-être que sa colonne n'est pas prête, sa musculature n'est pas prête, et donc ça va peut-être le déstabiliser. En fait, on se dit que plus tôt on va le mettre assis, ou plus tôt on va le mettre debout, et plus tôt il va marcher, et plus tôt il va être autonome. Mais en fait, tous les enfants finissent par marcher, sauf handicap ou troubles particuliers, évidemment. Mais là, on parle des enfants tout venant qui vont bien. Tous les enfants marchent, en fait. Et la marche, elle s'acquiert, on va dire, entre 9 et 18 mois. Donc jusqu'à 1 an et demi, il ne faut pas s'inquiéter. Si un enfant ne marche pas, il a tout son temps, en fait. C'est sûr qu'au-delà d'1 an et demi, au-delà de 18 mois, on peut se dire que peut-être il y a un problème, peut-être qu'il aurait besoin d'un petit coup de pouce ou d'un peu d'aide. Et donc, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Je veux dire, on ne s'inquiète pas jusqu'aux 18 mois de l'enfant, ça lui laisse le temps. Donc, n'essayez pas, ne cherchez pas forcément à ce qu'il soit meilleur que les autres et plus rapide que les autres. Il va marcher, même si mamie Yvette vous met la pression, mais quand est-ce qu'il marche? Mais il marche pas encore, mais c'est pas possible. En fait, non. Et il vaut mieux qu'il se déplace tout seul en rampant ou en faisant son quatre pattes et qu'il soit rapide et qu'il soit à l'aise, plutôt que de le déstabiliser et de lui faire finalement même perdre confiance. Vous mettez un enfant debout et que vous l'obligez à marcher alors qu'il n'est pas encore prêt, vous le déstabilisez quand même pas mal, quoi. Vous lui insufflez pas beaucoup de confiance en lui, puisque du coup, vous l'obligez à faire un truc qu'il sait pas faire. Et vous inquiétez pas, en fait, si vous lui faites confiance, lui, il aura confiance et il va bien se débrouiller. La marche, ça finit par venir. Des fois, ça prend un peu de temps, mais il faut pas s'inquiéter, en fait. Voilà, pas de pression. Vous pouvez aussi proposer le bain libre à votre bébé, c'est-à-dire que vous allez dans la baignoire, si vous avez une baignoire, si vous n'en avez pas, tant pis. Si vous avez une baignoire, vous pouvez lui mettre un tout petit fond d'eau et vous lui faites le bain et vous l'allongez dans la baignoire et vous lui faites le bain comme ça. Vous lui mettez un petit peu d'eau et lui, vous allez voir, quand ils sont tout petits, ils adorent ça. En fait, c'est un super moment. Alors déjà, le bain, quoi qu'il arrive, c'est un bon moment. C'est un moment où le bébé est éveillé, où en général, l'eau, il adore ça. Mais là, le bain libre, c'est vraiment sympa. Il va taper dans l'eau, il va faire plein de choses. Puis petit à petit, pareil, hein, il va se retourner. Donc là, il faut faire attention parce qu'en se retournant, il pourrait potentiellement boire la tasse. Donc il faut faire attention. Mais il va se retourner, il va bouger, et puis après, il se mettra assis et il fera ce qu'il voudra dans son bain. Et donc, c'est pas la peine, pareil, d'utiliser des anneaux pour l'asseoir dans le bain. Ça sert à rien, en fait. Par contre, il faut forcément, pendant ce temps de bain libre, que vous soyez présent. Donc, forcément, faut surtout pas le laisser sans surveillance. Il y a quand même de l'eau, il y a quand même un risque, donc faites attention. Mais si vous arrivez à prendre 10 minutes, un quart d'heure pour lui faire son petit bain libre, c'est vraiment sympa. De toute façon, après, il a froid et c'est pas la peine, mais... Voilà, sous surveillance, mais le bain libre, c'est vraiment chouette à proposer à l'enfant. Alors, le point suivant, c'est de sécuriser l'espace. Alors, sécuriser l'espace, mais sans faire de sécurisation inutile. C'est-à-dire, vous faites évidemment attention aux cheminées, par exemple, aux escaliers, et encore, les escaliers, je vais y revenir. Mais voilà, vous faites attention, évidemment, que l'enfant ne puisse pas se blesser. En revanche, c'est pas la peine de mettre des sécurisations sur tous les meubles, tous les angles. C'est pas la peine d'acheter, j'ai déjà vu ça, des casques pour pas que bébé se cogne la tête. Enfin, voilà, c'est pas la peine d'être dans l'hyper sécurisation.
Par contre, évidemment, il faut faire attention. Attention aux placards aussi, où il y aurait des objets avec lesquels il pourrait se blesser ou des objets auxquels vous ne voulez absolument pas qu'il touche. Attention aux animaux. Et puis alors, ce que je disais par rapport aux escaliers, évidemment, il faut sécuriser les escaliers hein, s'il n'y a pas d'adulte avec lui. Par contre, n'hésitez pas, quand vous êtes dispo, quand vous pouvez, n'hésitez pas à le laisser tester les escaliers. C'est en testant qu'ils apprennent. Hein. C'est sûr que si votre enfant il n'a jamais mis les pieds dans un escalier et puis le jour où il va à l'école, là il faut qu'il fasse tout seul, enfin je veux dire ou à la crèche, ça va le déstabiliser. Donc essayez de le laisser faire les escaliers mais sous surveillance. Vous voyez, vous l'accompagnez. Pareil pour toutes les choses finalement qui sont un petit peu pas trop sûres, mais qui quand même vont le faire expérimenter. Les enfants, ils adorent monter sur le canapé pour essayer, monter, descendre. Alors au tout départ, ça peut être inquiétant de le laisser faire tout seul, il n'est pas forcément sûr, donc essayez si vous pouvez, quand il monte les escaliers ou qu'il descend ou quand il monte sur le canapé ou même quand il monte le toboggan à l'envers, parce qu'ils adorent ça les enfants, voilà, ou quand ils montent des marches. Essayez, si vous voulez, de le laisser faire sans intervenir, mais en restant derrière quoi, ou à côté, en vous assurant la parade si jamais il tombe. Quoi. Si vous le tenez, il n'y aura pas le même effet. Il ne va pas éprouver les sensations pareilles. Et donc, il ne va pas forcément être capable de le refaire. Par contre, si vous êtes là, vous le laissez faire, il va faire. Alors, c'est sûr que des fois, c'est long. Je me souviens avoir passé des heures à côté de mes filles quand elles remontaient le toboggan à l'envers. Elle remontait, elle redescendait, elle remontait, elle redescendait. Ça m'a pris des heures, mais parce que elle s'amusait beaucoup, elle découvrait, donc je ne les tenais pas, je les laissais faire, mais je restais toujours à côté parce que j'avais quand même peur qu'elle tombe. Et puis après, au bout d'un moment, effectivement, je voyais qu'elle se débrouillait bien et je les ai laissés faire. Et puis finalement, alors à moins d'une très grande hauteur ou d'un... Voilà, mais finalement, en tombant, ils apprennent aussi, en fait. Hein, ils tombent, ils se font une bosse, ils se relèvent et c'est pas si grave. Évidemment, il faut faire attention qu'ils ne tombent pas de trop ou pas d'un coin de table, mais sur un coin de table. Mais finalement, tomber, c'est aussi normal, quoi. C'est la vie. Et vous ne pourrez pas empêcher votre enfant de tomber. De toute façon, on fait des enfants, toute notre vie, on doit lâcher prise. On ne pourra pas les empêcher de tomber, on ne pourra pas les empêcher de se tromper, on ne pourra pas les empêcher d'avoir des problèmes, on ne pourra pas les empêcher de faire des erreurs. En fait, il faut les laisser vivre leur vie et finalement accepter que l'enfant petit se prenne des gamelles. Ça fait partie de la vie. Évidemment, il faut faire attention que ce ne soit pas des choses graves, mais un enfant qui tombe, je veux dire, tous les enfants tombent et c'est normal. Donc, vous ne pourrez pas empêcher votre enfant de tomber. Donc, vous sécurisez quand ça nécessite de l'être, mais vous le laissez aussi faire et expérimenter le plus possible en n'étant toujours pas très loin et en sécurisant un maximum. Allez, point suivant, pensez toujours à mettre des vêtements qui sont confortables à votre enfant. Alors c'est sûr que c'est beau, il faut des belles petites chemises pour les petits garçons, des magnifiques robes de princesse pour les petites filles, des petites jeans, machin, c'est classe. Sauf qu'en fait, un enfant, il a juste besoin d'être à l'aise. Hein. Il aura toute sa vie d'adulte pour bien s'habiller et se faire propre quand il ira au travail ou quand il en aura envie. Mais en vrai, quand ils sont petits comme ça, exceptionnellement pour un repas, pour une occasion, vous l'habillez bien, mais sinon mettez des choses qui sont confortables, qui sont stretch, extensibles, voilà. Évitez aussi quand votre enfant bouge, évitez les pyjamas avec les pieds. Alors pour deux raisons, déjà parce que ça peut le coincer dans ses mouvements. Le pyjama, il est en d'une traite, donc il n'y a pas de liberté. C'est pas comme un t-shirt et un pantalon. C'est en une traite. Donc si c'est un peu plus tiré au-dessus, les pieds vont être coincés. Il va pas pouvoir étendre ses pieds. Et puis il y a aussi le côté, les pieds sont coincés dans le pyjama, donc ils peuvent pas bien bouger. Et puis ça peut glisser aussi, hein, comme les chaussettes. Finalement, le mieux, plutôt que de mettre des chaussettes à un enfant, c'est de le laisser pieds nus. Parce que quand on est pieds nus, imaginez-vous sur du carrelage en chaussettes, ça va glisser. Donc si en plus vous faites un peu de gym,
en chaussettes, sur du carrelage, vous n'y arrivez pas, ça va glisser, vous n'aurez pas de prise, vous ne pourrez pas faire les mouvements que vous voulez. Donc le mieux, c'est de laisser votre enfant pieds nus et avec des vêtements agréable et confortable, quoi, et pas des trucs qui vont le gêner. Et donc attention, bah oui, parce que les petites filles on leur met des robes, mais finalement attention, les robes c'est pas forcément pratique. Après on va dire à 6 ans, on va dire ah bah tiens, les garçons sont plus moteurs que les filles. Ouais, mais les filles en fait depuis leur naissance c'est un peu féministe ce que je dis, mais c'est vrai, depuis leur naissance on leur met des jolies petites robes, hein, et puis elles doivent toujours elles doivent dès la naissance être jolies et faire attention et surtout pas se salir, et voilà. Mais finalement, les filles peuvent autant se salir que les garçons. Et puis au final, elles devraient être aussi à l'aise dans des vêtements que les garçons. Voilà. Donc attention à ça. Parce que finalement, voilà, on se retrouve avec des clichés, mais les clichés, ils viennent pas de nulle part. C'est vrai que voilà, laissez les enfants avec des vêtements, autorisez-les à se salir. C'est pas grave, en fait, on a des machines à laver. Je veux dire, avant, ils voulaient pas qu'on se salisse, mais parce qu'ils allaient au lavoir. Nous, on a la machine à laver, on peut. Et puis, de toute façon, c'est des vêtements qui mettent pas longtemps puisqu'ils passent très vite à la taille au-dessus. Et puis, vu le prix que ça se revend, de toute façon, voilà. Donc, laissez-les vivre dans leurs vêtements, autorisez-les à se salir et à faire un peu ce qu'ils veulent et à aller aussi dehors, dans la terre, voilà. Parce que c'est ça aussi, hein, la motricité, c'est de marcher sur le carrelage, mais c'est de marcher dehors sur les cailloux, et puis d'aller dans l'herbe, et puis de marcher sur de la terre, marcher dans du sable, et voilà, tester plein de trucs, quoi. Donc lâchez prise sur les vêtements, sur la propreté, et mettez des trucs confortables, et laissez votre enfant, se débrouiller et gambader. Et le dernier point, ça c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit pour mes filles, c'est quand ils commencent à marcher, leur mettre des chaussures qui tiennent bien la cheville. Eh bien ça, non, c'est pas vrai. En fait, le meilleur pour la motricité, c'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que finalement, que l'enfant soit le plus libre possible de ses mouvements. Une chaussure qui tient bien la cheville, ça fait quoi? Vous avez déjà mis, vous, des chaussures qui tiennent bien la cheville? C'est des après-ski, quoi. C'est les trucs, on peut pas marcher avec. C'est l'enfer. Et donc, c'est pas pratique du tout. Donc, pour un enfant, en plus, qui découvre sa motricité, qui découvre ses déplacements, qui découvre la façon dont son corps peut bouger, lui mettre des chaussures qui vont tenir la cheville, c'est une hérésie, quoi, parce que il va pas pouvoir bien bouger, il va pas bien découvrir les mouvements de son pied, il va pas utiliser je sais pas, ses orteils, hein. Il y a des enfants qui se mettent, qui se tiennent les mains, là, qui font une position chien tête en bas, comme on dit au yoga, mais voilà, qui vont mettre les mains par terre, les pieds par terre, et qui vont se balancer. Mais ça, en fait, il faut qu'ils puissent tenir, il faut qu'ils puissent ressentir ses doigts de pied, son gros orteil, puisque c'est dans le gros orteil qu'on a le plus de pression. Et voilà, et même le quatre pattes, enfin, pour tous les mouvements, et même pour la marche, c'est important que l'enfant puisse ressentir. Donc, les chaussures, c'est plutôt souple, à semelle souple qu'on peut plier dans tous les sens. Voilà. Le plus possible pieds nus. Moi, mes filles, même en hiver, à la maison, je les laissais pieds nus parce qu'on a du chauffage, mais c'est toujours pareil. C'est des principes qui viennent un peu des anciennes générations où avant, effectivement, les maisons n'étaient pas chauffées, donc les enfants avaient froid, donc il fallait mettre des vêtements bien chauds et puis fallait mettre des choses aux pieds parce que forcément, il faisait froid. Aujourd'hui, les maisons sont chauffées, l'environnement est sécurisé, c'est propre, voilà. Donc, pieds nus, un maximum, et puis quand c'est en extérieur, des petites chaussures souples, des petits chaussons souples, voilà, c'est le mieux. Voilà pour mes petits conseils. J'ajouterais, donc je vous ai dit, la marche c'est entre 9 et 18 mois. Si vous êtes inquiet, mais peu importe la période, si vous êtes inquiet pour votre enfant, pour sa motricité, pour son développement de façon générale, n'hésitez pas à en parler rapidement à votre médecin. Les médecins, ils ont des grilles pour repérer quand quelque chose ne va pas. Donc, n'hésitez pas à en parler rapidement à votre médecin qui va écouter vos doutes et puis qui va peut-être vous rassurer ou peut-être vous questionner plus et peut-être vous orienter vers d'autres examens s'il y a besoin ou des professionnels s'il y a besoin. Mais voilà, n'hésitez pas à consulter si vous pensez qu'il y a besoin. Et sinon, vous avez toutes les clés pour favoriser la motricité de votre bébé. N'hésitez pas à ajouter en commentaire si vous avez d'autres conseils, des choses qu'on vous a dites ou si vous avez encore d'autres questions. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.